Vous entendez cette douce musique ? C'est le son de l'évasion, un instant suspendu, loin du quotidien. Mais parfois, un imprévu vient briser l'harmonie. Une urgence médicale ? Un besoin d'assistance à l'autre bout du monde ? Nous sommes là pour que ces moments restent sereins. Explorassure, filiale du groupe Finaxi, est un spécialiste de l'assurance voyage et de l'IARD en France. Depuis plus de 30 ans, nos solutions s'intègrent efficacement au parcours de vente grâce à des outils digitaux performants, des API de dernière génération et une expérience utilisateur fluide. Elles valorisent les offres de nos partenaires tout en créant de nouvelles opportunités de revenus. Derrière chaque dossier, nous accompagnons voyageurs et partenaires avec la même exigence de service. Nos engagements ? Associer expertise humaine et innovation digitale. Créer des solutions d'assurance adaptées à chaque univers. Négocier les meilleures garanties avec nos partenaires assureurs et accompagner durablement les acteurs du voyage. Soutenu par la force du groupe Finaxi et ses 450 collaborateurs, notre marque bénéficie d'une vision globale des métiers de l'assurance. Dans une dynamique de croissance continue, Explorassure se développe depuis plusieurs années à l'international. Nous nous appuyons sur une équipe de 70 collaborateurs, engagés au quotidien pour rendre chaque expérience de voyage plus sereine. Explorassure, créateur d'assurance voyage sur mesure. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, rebonjour à tous. On va débuter le grand live avec ceux qui ont une vision d'ensemble finalement du secteur. Ils sont les représentants des organisations institutionnelles. Quel est leur regard sur la situation actuelle ? Où en sont les entreprises du secteur et comment ils voient la suite ? Bien sûr, c'est ça qui est important pour répondre à ces questions. J'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche Patrice Karadec, président du CETO. Bonjour Patrice. Bonjour François-Xavier. On est ravis de vous avoir. Vous serez accompagné de Dominique Marcel. Dominique, vous êtes président d'Alliance France Tourisme. Alliance France Tourisme, je rappelle, c'est un collectif qui travaille un peu à la manière d'un think tank. Absolument. Qui regroupe des grandes entreprises du secteur. Vous avez le groupe Accor, vous avez Bellambra, Barrière, la SNCF, ADP. Vous avez accueilli Air France récemment et S4BT également récemment. On est ravis de vous avoir avec nous. Et puis évidemment, en visio, on a le plaisir d'accueillir Valérie Bonnette. Bonjour Valérie, vous nous entendez bien, présidente des EDV. Je vous entends très bien, j'espère que vous aussi. Bonjour. C'est parfait Valérie, on est ravis de vous accueillir en visio depuis les Pyrénées. Alors on va lancer tout de suite un premier chiffre. Vous allez le découvrir à l'écran. Vous voyez qu'il s'affiche sur votre écran et c'est évidemment le baromètre des EDV, des entreprises du voyage, fait en collaboration avec Orchestra. Et on voit ce chiffre sur le mois de mai qui interpelle évidemment. On est à moins 21% de ventes en agence de voyage en mai 2026. Valérie Bonnette, de tels chiffres depuis 3 mois, évidemment, on n'avait pas vu ça depuis le Covid. Valérie, est-ce que la situation est préoccupante pour vous ? Alors, on ne peut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout le monde autour de la table et ceux qui nous regardent le savent et le ressentent. On a effectivement fait les frais de la guerre démarrée le 28 février et peut-être même d'un climat un tout petit peu de façon antérieure un petit peu préoccupant sur l'aspect pouvoir d'achat. Et puis effectivement la guerre a déclenché une frayeur et a montré que parfois quand on part en voyage on peut rester bloqué un peu à destination. Depuis cette date-là, c'est-à-dire mars et avril et mai, 3 mois, on a vu effectivement vraiment une crispation du marché et une baisse progressive pour atterrir à ce chiffre que vous venez de montrer, qui est moins 21% de réservation. Alors, il faut toujours évidemment rappeler de quoi on parle. On parle là, dans notre baromètre, des chiffres extrêmement fiables qui sont branchés de la part des réseaux de distribution d'un panel très large sur ce baromètre, mais qui évidemment ne prennent pas en compte l'ensemble de l'activité, puisque c'est uniquement
ce qui transite par l'outil Orchestra. Donc, on le sait bien, il y a les ventes en direct, il y a les ventes de tour opérateurs qui ne passent pas dans Orchestra, et il y a la vente sur mesure en direct des agences. Ceci dit, la tendance, par contre, elle est très fiable parce qu'on la recoupe avec d'autres éléments. Je prends encore un petit peu de temps. Ce chiffre-là, il donne le résultat sur mai des réservations versus réservations de mai 2025, quelle que soit la période de réservation. Quand on regarde d'un peu plus près notre baromètre aujourd'hui, celui qui est sorti fin mai, on est à moins 10 et quelques sur l'été par rapport à l'année dernière. Donc déjà, ça fait un gap de différence. Et on va en parler certainement, François-Xavier. Vous me direz, ou tu me diras, vous me direz quand est-ce que ce sera le moment de ce que l'on constate depuis une dizaine de jours. Voilà. Ouais, on fera le point. Patrice Karadec, vous au CETO, est-ce que vous avez des chiffres, des tendances différentes sur les 3 mois qui viennent de s'écouler là ? Légèrement différente, oui, mais bon, c'est assez logique puisque le CETO, c'est le syndicat des tours opérateurs, et les tours opérateurs ne vendent pas que via Orchestra. Ça fait partie des canaux de distribution, mais c'est pas le seul. Notre baromètre, nous, en fait, regroupe les ventes directes, les ventes intermédiaires, mais aussi les ventes groupes. Donc aujourd'hui, voilà, quand Valérie évoque un moins 10% sur l'été 2026, on affiche un moins 6%. Et je parle en nombre de passagers. C'est un peu mieux en termes de volume d'activité parce que le panier moyen a légèrement augmenté. Pour parler du mois de mai en particulier, effectivement, on a vu que le mois de mai a été un mois particulièrement compliqué, mais bon, je vous dirais, il y avait moins de jours de vente qu'en mai 2025 aussi. Les ponts, les viaducs et autres, même la Pentecôte était en mai. Il faut prendre ça en compte. Il faut prendre ça en compte, parce que, encore une fois, c'est des jours de vente en moins. Et nous, on affiche sur le mois de mai une baisse de 16% versus mai 2025. Alors, quand je regarde mars, avril, mai, on a fait moins 20 en mars, on a fait moins 18 en avril, on fait moins 16 en mai, donc j'ai pas envie de crier victoire, mais tout comme Valérie, j'ai des bonnes tendances sur le mois de juin qu'on évoquera tout à l'heure. Exactement, ouais, on va revenir là-dessus. Dominique Marcel, est-ce que vous avez, vous, des derniers chiffres, des dernières tendances avec vos adhérents qui montreraient justement peut-être une tendance positive ? Ouais, si on regarde un peu le tourisme en France, alors c'est les dépenses touristiques françaises, notamment par le tourisme de l'hébergement, mais Vangelis il reviendra tout à l'heure. Il y a quand même une belle résilience du secteur. Là, il faut être honnête là-dessus. On est sur des 2 à 3% de chiffre d'affaires de RevPAR depuis le début de l'année. Les ponts se sont plutôt bien passés. Donc, on a une belle résilience. Bon, c'est sûr que... Sur le tourisme en France. Sur le tourisme en France. C'est ça. On parle du tourisme en France, c'est-à-dire les étrangers et les Français. D'accord. Le secteur touristique français. Et d'ailleurs, c'est un petit peu lié à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire ce que nous pensons, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de tous les éléments qu'on a mentionnés, les Français vont privilégier le tourisme de proximité. Donc ils vont ce sera un des effets. Ce qui va être un point positif pour le secteur touristique, les acteurs français, mais en même temps, évidemment, explique qu'il vient du fait qu'ils partent moins. Donc il y a un souci de proximité qu'on voit d'ailleurs depuis le Covid. Que les Français partent moins depuis avant le Covid. Ça, c'est très net, ça se confirme. Ils vont partir moins, ils vont partir en Europe s'ils partent et moins loin. D'abord rester en France, puis partir en Europe et moins loin. Et ils vont dépenser, alors quand même, même en France, ils vont dépenser moins. Ils dépenseront pas forcément moins en hébergement, mais ils vont dépenser moins dans tout ce qu'on dépense, la restauration, les dépenses sur place. On l'avait déjà constaté l'an dernier, et je pense qu'on va le constater cette année parce que dans les enquêtes que nous avons faites, les intentions de dépenses, il y a 50% des gens qui considèrent qu'ils vont moins dépenser. On va revenir évidemment sur ce chiffre de la dépense parce que c'est très important. Valérie Bonnette, vous nous disiez, et moi je le disais aussi en introduction, l'été est en train de se jouer. Là, aujourd'hui, c'est vraiment ces jours-ci que c'est en train de se jouer. Si on sent un frémissement en ce moment, c'est peut-être en effet bon signe. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Quels sont les retours de vos adhérents ? Alors, j'ai fait effectivement le tour un peu de mes adhérents, producteurs, distributeurs, mais de façon importante sur les réseaux de distribution, parce qu'ils sont en contact direct des clients. Et que c'est quelque chose d'important. Effectivement, on va dire depuis une dizaine de jours, on a un vrai frémissement, mais vous savez qu'on est quand même prudent. On est prudent parce que la communication, elle a un impact, on y viendra peut-être, qu'elle soit positive ou négative,
extrêmement important sur les clients. Donc, il faut dire les choses vraies. On a un frémissement et effectivement, là où on était à moins 20% de façon globale, on va dire fin mai, dans les réservations par rapport à l'année dernière, on est aujourd'hui à peu près à moins 10, même moins 8, ce qui fait quand même une réalité de changement du marché. Là où on disait, on cherche les clients dans les agences au mois de mai, on a des gens qui viennent et qui réservent. Il y a quand même un sujet, c'est que je reviens sur ce que disait Patrice, il y a eu quand même 4 ponts de suite le mois dernier. Donc ça tronque un petit peu les chiffres. Mais le ressenti que l'on a aujourd'hui, c'est que, et moi je le crois ça, c'est qu'il y a une dynamique qui peut se réenclencher. Alors, est-ce qu'on va faire l'été qu'on aurait dû faire ? Franchement, je ne pense pas, parce que le temps passe. En revanche, les ailes de saison, juin et septembre, sont plutôt pas mauvaises. Il faut faire juillet-août. Les clients que nous avons sont bien sûr des clients qui font attention à leur pouvoir d'achat. Et clairement, même en France, parce que en France intermédiée par nous, il y a une petite baisse. Et pour ceux qui vendent, moi je suis en séminaire, vous le disiez, avec tous les représentants, on va dire, du tourisme en France, là, au moment où on se parle. Et même si les chiffres, effectivement, en termes d'activité, sont plutôt bons, le panier moyen est en baisse et les clients français et les étrangers, alors pour d'autres raisons, font très attention. Cependant, il y a de l'épargne et je dirais le signe un petit peu positif pour discuter avec des réseaux, c'est qu'il y a par contre un nombre de demandes de devis très important, beaucoup plus que d'habitude, et on se dit quand même que sur ce nombre exponentiel de devis par rapport à l'année dernière, il y a bien des choses qui vont se concrétiser et qui vont, au final, ces Français vouloir quand même partir en vacances et finalement réserver. Donc après, sur les tendances et les destinations, il y a évidemment un impact de la guerre et du prix, mais je pense qu'on a des signaux positifs. Et les groupes, ça donne toujours une indication très intéressante. Les groupistes, eux, travaillent très bien, avec des projections sur 2027 mois, voire même plus. Donc, c'est pas ce ne sont pas des mots en l'air. Je pense qu'il y a un vent peut-être qui peut faire tourner les choses. Et dernier point, on parle moins, honnêtement, on parle moins du sujet dans les médias, grand public, et c'est plutôt une bonne chose. Oui. Valérie, c'est vrai que quand je vous écoute, on a l'impression que le conflit au Moyen-Orient n'est plus le verrou, n'est plus le blocage. Mais aujourd'hui, le blocage, c'est vraiment un blocage de pouvoir d'achat. Hein. Comme vous disiez très justement, on est entré dans ce conflit déjà avec une croissance à 0. Hein, il faut s'en souvenir, mais janvier, février, on était à 0 de croissance. Il y avait déjà une inquiétude. Oui, tout à fait. Et quand je parle, par exemple, à mes agences qui se trouvent dans l'est de la France. Récemment, il y avait une réunion de ces agences-là. Elles nous disent que leurs clients transfrontaliers qui viennent du Benelux, qui viennent du Luxembourg, qui viennent d'Allemagne, réservent, donc ils sont pas freinés par ce conflit qui les touche évidemment, moins parce que leur pouvoir d'achat est supérieur aux clients français de ces mêmes agences. Donc, évidemment que le pouvoir d'achat est un point très important. Après, il y a des clients qui ont de l'argent puisque l'épargne n'a jamais été aussi élevée. Et c'est vrai qu'on parle moins de la guerre. Il y a eu une période où on parlait de vols annulés, de hausse du prix du kérosène, parfois sur des choses qui n'étaient absolument pas le reflet de la réalité en termes de proportion. Bien sûr qu'il y a eu des annulations de vols, bien sûr qu'il y a eu des augmentations du prix du kérosène, mais pas du tout dans les proportions qui devraient engendrer la sclérose du marché à ce point. Donc ça s'éloigne un peu. Aujourd'hui, c'est vraiment la question du pouvoir d'achat, quand même de la question des clients qui viennent et qui disent « mais si j'achète, est-ce que je vais pouvoir revenir ?» Donc il y a beaucoup de travail, de réassurance. Et là, on revient sur le lien avec les professionnels, hein, le lien physique. Mais vraiment, je pense qu'on va arriver sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire la capacité de payer des Français. Oui, tout à fait. On va en reparler, Patrice Karadec. Est-ce que vous ressentez la même chose depuis quelques jours? Il y aurait un petit frémissement qui serait en train de se faire ou pas? Non, très clairement. Ouais. On passe de moins 15, entre moins 15 et moins 20% de prise de commande mensuelle à une première décade où on est à l'étal par rapport à l'année dernière. Alors, un effet de rattrapage par rapport à ce qu'on n'a pas fait au mois de mai, très clairement. Mais voilà, nous, c'est très encourageant de la part pour nous et pour tous les tours opérateurs. J'ai eu pas mal de nos membres qui ont même décidé de faire reprendre l'intégralité du travail à leurs employés, qui ont arrêté le chômage partiel parce que ils sentent l'activité reprendre, que ce soit en agence de voyage ou au niveau des call centers. Et je le dis d'ailleurs, hein, s'il y a un décalage un peu entre les chiffres Orchestra et les nôtres, c'est que
la vente directe pèse plus de 50% chez les tours opérateurs et elle résiste mieux. Oui. Elle résiste mieux, sans doute qu'aussi derrière la vente directe, les acteurs B2C sont souvent des acteurs, la plupart un peu plus haut de gamme, qui font appel à une clientèle qui est un peu moins sensible au prix. C'est ce qui peut expliquer que le panier moyen, malgré cette contrainte budgétaire, le panier moyen au CETO, il augmente légèrement. Parce qu'on voit que ce sont les acteurs plutôt haut de gamme, sur mesure, je vais pas les citer, mais qui ont eu, franchement, qui sont toujours en croissance aujourd'hui par rapport à l'année dernière. Les chiffres, faut savoir les analyser. Et je rejoins monsieur, c'est au niveau du CETO, la France pèse que 15% de notre activité, mais on augmente de 6% dans un marché qui est à moins 6. On voit bien que nos acteurs France, qui ne vendent pas que de la France, mais les acteurs qui produisent sur la France, voient une progression sensible sur la destination France. Et puis on en est ravis, tant mieux. Les longs courriers sont en réelle souffrance. En réelle souffrance, particulièrement l'Asie. L'Asie, c'est un poids important pour les tours opérateurs. Et puis l'Asie souffre énormément. Est-ce qu'elle souffre du fait des prix? Non, elle souffre du fait de l'accessibilité à la destination Asie. Parce que voilà, il faut être clair aujourd'hui. On passait par le Moyen-Orient. Les plateformes du Golfe sont assez boudées aujourd'hui, toujours boudées. Malgré la reprise des vols d'Emirates, de Qatar Airways et autres qui ont remis quasiment 80-90% de leur plan de transport. Alors voilà, on voit bien qu'il y a un peu d'hésitation. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour encourager l'ensemble de ceux qui nous écoutent, c'est que j'ai sorti hier les premiers chiffres de l'hiver prochain. Nous, on collecte mensuellement toutes les ventes, quelles que soient les dates de départ. Et après, on essaie de les mettre dans les bonnes cases. Voilà, qui sont encourageantes. Certes, on est à moins 3% par rapport à l'année dernière, mais qui avait été un très très beau démarrage. Je rappelle qu'au 28 février, on était à plus 6. Aujourd'hui, on est à moins 6. Donc on était sur un très très bon démarrage, qui succédait d'ailleurs à une année 2024 à plus 3, une 2025 à plus 4. Donc voilà, on est quand même sur une industrie qui est en croissance régulière. 2026, ce sera pas le cas. Moi, j'achète tout de suite le moins 7, Oui, si on fait moins 7 à la fin de l'année, vous êtes content? Oui, en tout cas, je le signe. D'accord. Et je pense qu'on est capable d'y arriver, parce qu'il reste des capacités. Juillet-août reste à faire. L'arrière-saison, comme nous dit Valérie, est bien engrangée. L'activité groupe est très dynamisée. Donc, et je vous dis, voilà, l'hiver prochain, on sent bien qu'il n'y a pas l'attentisme qu'on ressent actuellement. Alors, c'est pas la même clientèle qui voyage l'hiver, un peu moins sensible au prix. On le voit, si on est à moins 3 en nombre de passagers sur l'hiver prochain, on est à plus 5 en volume d'activité. Donc, vous voyez, un panier moyen très haut, avec des destinations qui reprennent des couleurs. Une, en particulier, la Tanzanie, je suis heureux de le signaler, la Tanzanie est en progression pour l'hiver prochain. Ça prouve que, voilà, il y a des destinations qui savent parler et qui restent très, très séduisantes dans l'esprit du consommateur. On va parler de la sensibilité au prix avec Dominique Marcel. Juste une question sur le chat. Olivier qui nous demande « Bonjour, quel est votre avis sur la Coupe du Monde de football ?» En effet, elle commence ce soir, la Coupe du Monde de football. Quels sont ses effets potentiels sur le tourisme pour le mois de juin? Est-ce que ça peut, Patrice, clairement empêcher les gens de partir parce qu'ils ont envie de voir les matchs? J'ai jamais vu une destination qui organisait un grand événement sportif, qui soit Jeux Olympiques ou Coupe du Monde de foot, réaliser une année touristique remarquable. Par contre, si elle se passe bien, cette Coupe du Monde, si on sent une bonne organisation, une bonne sécurisation des stades et des ambiances, ça peut aider effectivement ces pays organisateurs, je pense aux États-Unis en particulier, à retrouver un petit peu de lumière. Parce que faut dire qu'ils sont vraiment dans un tunnel, les États-Unis actuellement. Mais voilà, la Coupe du Monde de foot ne va pas créer le tourisme que nous organisons. Mais par exemple, je veux aller au Maroc au mois de juin, ça n'est pas la Coupe du Monde qui va m'en empêcher. Je pourrais voir les matchs aussi au Maroc. Ça fait plusieurs années que tous les organisateurs et tour opérateurs ont mis en place les dispositifs nécessaires pour ne rien rater. Les images sont toujours là, partout présentes, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça, c'est intéressant, pas d'effet Coupe du Monde. Dominique Marcel, on parlait de sensibilité au prix. Encore une fois, on était avec Patrice et Valérie sur le tourisme
outgoing, donc les Français qui vont à l'étranger. Vous, c'est plus les Français qui restent en France. Vous aviez publié un chiffre intéressant il y a quelques semaines, on va le voir s'afficher à l'écran, sur le budget moyen justement des vacances d'été. Et vous nous disiez que ce budget moyen était environ aux alentours de 1530 €. Et c'était quand même une baisse assez importante. Hein. Vous voyez qu'on est à moins 10% par rapport à l'année dernière. C'est quand même une vraie tendance. Oui, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça va plutôt affecter, mais ça va affecter quand même le secteur, mais ça va affecter, oui, effectivement, les dépenses sur place, la restauration, qui encore une fois l'avait déjà été l'an dernier. Il s'agit d'intention. Hein. On parle plus d'intention. Il faut quand même encore être prudent. L'enquête a déjà été faite il y a quelques semaines. Le coût, le pouvoir d'achat, on le sent bien. On le sent évidemment même pour des touristes qui partent en France. Mais la proximité va encore être privilégiée. Ils vont pas partir loin. Ils vont rester en France. Ils vont pas partir loin en France, qui est quand même le coût est moins élevé. Et puis évidemment les aspects sécurité que vous disiez. Alors le pouvoir d'achat va en effet marquer, mais en même temps, il y a une chance, si je puis me permettre, si je puis dire, c'est que comme les touristes vont partir moins loin, ils vont avoir tendance à rester soit en Europe, les touristes européens vont rester en Europe, et donc en Europe, il y a des touristes européens qui allaient en Asie, qui vont venir dans les pays européens, bien sûr, qui vont venir en France. Les touristes extra-européens vont quand même continuer de voyager et l'Europe paraît aujourd'hui quand même la zone la plus stable, la plus attractive, la plus tranquille dans la période actuelle. Et on voit bien que même les Américains viennent en Europe et ça marche très bien et Paris performe très bien depuis quelques mois. Vous êtes en train de nous dire que pour la France, ça peut être une aubaine. Ça peut être une aubaine. Ça peut être une aubaine. Ça peut être parce que la concurrence, qui est déjà très forte, va s'intensifier pour capter les autres pays européens, c'est-à-dire les Allemands. Est-ce que c'est les Espagnols qui vont les prendre? Est-ce que c'est les Français, les Scandinaves, etc. Et les extra-européens, les Américains, etc. Donc ça va exacerber la concurrence, mais en même temps, c'est aussi une chance et qui peut permettre une bonne résilience du secteur. Et là, il y a un vrai sujet qui est de savoir comment on capte ces touristes. Un sujet de concurrence, car nous sommes très fortement concurrencés par nos voisins. L'Espagne, maintenant l'Italie, qui performe mieux depuis plusieurs années. Les différences deviennent significatives. En termes de recettes. En termes de recettes. Et c'est le vrai indicateur pertinent. Il faut arrêter, maintenant je crois qu'on arrête, mais de parler des 100 millions ou des 102 millions. C'est un indicateur de touristes étrangers. D'abord, il ne s'intéresse qu'aux touristes étrangers, pas aux touristes français. Je rappelle que la France a la plus grosse proportion de tourisme domestique, ce qui est une force, parce qu'on a un socle fort, alors qu'en Espagne, c'est différent. Et le comptage est douteux. Et le comptage, en plus, est douteux. Il attire en plus l'attention sur le fait que le tourisme, c'est les étrangers, on est envahi, etc. Enfin, c'est pas bien, ça crée une espèce de sentiment le sentiment anti-tourisme, qui quand même donc il y a un vrai sujet, mais songez quand même que l'Espagne, là où nous faisons 80 milliards de dépenses, c'est 130 en Espagne. Que la dépense par touriste, c'est là où c'est 800, c'est 1300 en Espagne. Enfin, c'est quand même, la différence est considérable. Donc, il faut regarder la réalité en face. En Espagne, il y a une vraie stratégie nationale. Si je peux intervenir, sans vous couper, mais je rejoins complètement ce que vous dites. Au niveau du CETO, sur cet été, où je vous dis, on est actuellement à -6, il y a 2 destinations qui sont en progression, et il était déjà l'année dernière. L'Espagne continentale et l'Italie continentale. Deux types de clientèle. Exactement. Parce que là, il y a un sensibilité prix Espagne continentale. Exactement. Vous payez en voiture. Volonté d'un tourisme un peu plus haut de gamme, j'allais dire. L'Italie, on y va aussi en voiture, mais voilà, l'Italie, c'est un peu nouveau depuis 2-3 ans. Ouais, depuis 2 ans. Mais l'Italie, et c'est important, les 2 destinations qui sont vraiment à des progressions à 2 chiffres, dans un marché qui est quand même baissier. Eh ben, on a ces 2 axes. Il faut qu'on tire très concurrents de la France. Exactement. Il faut qu'on tire les enseignements de ce qui s'est passé en Espagne, ce qui se passe en Italie, mais en Espagne, sur notre politique, sur notre nécessité d'investir. N'investissons pas assez. Le fait de rehausser l'offre de qualité, le rapport qualité-prix. Enfin, les professionnels travaillent, bien sûr. Mais il faut regarder la réalité en face, quoi. Et bosser. Voilà. On a bien compris, en tout cas, l'avertissement. Vous avez raison. On parlait de sensibilité au prix, Valérie.
Je ne sais pas si vous êtes à l'écran, Valérie, on vous a perdu. Non, peut-être que... Voilà, vous êtes là. Valérie, je regardais les prix. On commence à voir quand même des réductions, des promos qui sont en train de se faire. Est-ce que, selon vous, l'été va se faire par les prix? Est-ce qu'on peut assister à une guerre des prix? On sent que les gens, en effet, comme vous disiez, sont très attentistes et se disent je vais peut-être attendre la très bonne affaire. Alors, je pense que c'est une réalité. Je ne crois pas que Patrice aura sûrement la parole sur ce point, mais qui pourra me contredire. Là aussi, on voit les distributeurs et les producteurs, c'est normal, redoubler de créativité. D'abord parce que on va pas se tirer une balle dans le pied. L'été, c'est pas dans 3 mois, c'est là maintenant. Donc il faut faire les choses. Donc il y a énormément d'opérations que je qualifierais de séduction, de promo, de facilité, de réservation. C'est-à-dire on s'adapte à la clientèle et à ce côté un peu interrogatif. C'est-à-dire qu'on sécurise le client. On lui dit si vous réservez et que vous voulez annuler, ce sera dans des conditions plus faciles. Il y a effectivement des prix vraiment. Et les compagnies jouent le jeu aussi pour certaines destinations. Donc, si vraiment il y a un message à faire passer, c'est de faire savoir à ses clients que effectivement il y a ce marché possible, qu'il y a de la disponibilité, comme le disait Patrice, il y a une offre, qu'il y a de la place, qu'il y a des prix qu'on peut saisir aujourd'hui. Le seul risque, mais on est quand même dans l'instant présent, ce serait qu'on s'installe sur une démarche uniquement sur le prix et qui peut avoir évidemment des revers de médaille dans le temps. Parce que vendre au bon prix, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour les entreprises. Bien sûr. Patrice, est-ce que le risque n'est pas là d'engager une bataille des prix entre les opérateurs pour essayer de faire l'été? C'est clair. Maintenant, je rejoins tout à fait ce que dit Valérie. Flexibilité de l'offre. Les tour opérateurs ont su s'adapter pour réassurer le consommateur. Engagez-vous, partez en vacances, ne supprimez pas ce temps important pour votre famille. On saura s'adapter. Si vous voulez changer d'avis, on vous donne la possibilité de changer d'avis. Il y a vraiment une grande inventivité de la part des tour opérateurs pour pouvoir redynamiser ce marché. S'il y a des prix actuellement promo, des prix extrêmement attractifs, des vraies opportunités pour le consommateur, c'est lié à 3 facteurs, mais 2 importants. C'est que les fournisseurs que sont les compagnies aériennes et les hôteliers à destination sont loin d'avoir rempli leur capacité. Les avions sont pas si bien remplis que ça, beaucoup moins que d'habitude, parce que, encore une fois, mars, avril et mai ont été très mauvais en prise de commande. Donc il reste des capacités, les avions ont volé, ils sont remplis à 50%, quand d'habitude, il était déjà à 90%, avec des prix donc de yield management, des prix qui augmentait chaque semaine, voire chaque jour. C'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on a des offres aériennes, des prix aériens qu'on n'a jamais vus depuis de nombreuses années. Et certains hôteliers se réveillent aussi, parce qu'il n'y a pas que le marché français qui est à la traîne. Oui. L'ensemble des marchés européens qui remplit les grands resorts du bassin méditerranéen vivent la même problématique. Et donc les hôteliers se disent, oh là là, je peux pas me rattraper sur un marché pour un autre. Il y a 2 marchés en Europe qui progressent. La Pologne et la République tchèque, ça remplit pas tous les hôtels quand même, mais tous les autres marchés sont en baisse, et de manière à peu près aussi importante que ce que subit le marché français depuis 3 mois. Donc les hôteliers se disent oui, je vais faire du 6 égale 7, alors on vous baisse pas les prix, mais on vous offre de nuit gratuite. C'est ça. Donc voilà, et on voit bien que les opportunités que les tour opérateurs savent utiliser pour les pousser auprès de leur public. Et puis voilà, je sais que beaucoup de distributeurs savent animer leurs fichiers, parce que voilà, il faut le faire savoir, comme dit Valérie, c'est pas tout d'avoir des prix, il faut le faire savoir. Le consommateur ne demande qu'à saisir les opportunités. Valérie, très vite. Valérie, très vite. On a vu évidemment ces chiffres du mois de mai, une baisse de 21%. Évidemment, avec de telles baisses, je ne couvre pas mes charges. Moi, je suis distributeur, agent de voyage, je ne couvre pas mes charges. Est-ce que l'État est conscient aujourd'hui de la situation de certaines agences de voyage? Est-ce que l'État est prêt à faire un effort ou pas? Très rapidement, on l'a vu à notre congrès, le ministre est venu, on lui a fait part de ses interrogations, il a dit qu'il prenait le sujet. Alors, il s'agit des tour opérateurs et des agences de voyage. Très honnêtement, j'ai un certain nombre d'entreprises réellement, évidemment, qui ont besoin d'avoir recours à l'activité partielle, qui m'ont adressé leur dossier, qui ne sont pas traités correctement, c'est-à-dire qui ont des refus pour certains, d'autres envisagent en fonction de l'évolution d'avoir recours. On a des discussions très poussées avec le gouvernement. Et on a une volonté au niveau, c'est toujours très compliqué, au niveau du ministre et de son cabinet,
de nous accompagner. Quand ça redescend, puisque les dossiers sont traités en département, cette façon de voir, elle a du mal à redescendre. Donc aujourd'hui, au moment où on se parle, moi j'ai fait débloquer des dossiers pour un certain nombre d'agences en remontant ces dossiers. Je dois avoir une réponse très claire d'une modification, on va dire, de ce qu'on appelle la doctrine, c'est-à-dire la ligne de conduite pour traiter ces dossiers. Ce qu'elle est aujourd'hui, c'est de dire, oui, on est un secteur identifié comme ayant besoin d'avoir un recours à l'activité partielle. Je rappelle que c'est justement pour éviter de licencier les clients, les salariés qu'on a recours à ça parce qu'on est dans un moment problématique conjoncturellement et non pas structurellement, et donc pour les garder, pour pouvoir les réutiliser, comme le disait Patrice, certains même dès maintenant. Et ce qu'on avait comme traitement, c'était de dire, on va en fait accompagner les agences qui vendent essentiellement les pays du Golfe, alors que évidemment le critère qu'on demande à voir appliqué, c'est celui d'un critère de pourcentage de baisse d'activité. Donc je crois que c'est à peu près compris au niveau du ministre et de son cabinet. C'est compliqué de le faire redescendre, mais on tient, je crois, le bon bout. Oui, oui. Bon, écoutez, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, évidemment. Certains ont besoin de nous qui s'adressent à nous parce qu'on fait remonter et c'est traité quand même. Voilà. Oui, évidemment, il faut dire les choses aussi par rapport au Covid. Les caisses sont vides, donc c'est compliqué, évidemment, pour l'État de faire des efforts aujourd'hui. On va terminer par un petit sondage et puis je vais vous interroger sur un peu les destinations refuges. Vous allez voir ce sondage s'afficher sur votre écran. Vous y répondez simplement, êtes-vous confiant ou confiante sur les ventes de dernière ou d'ultra dernière minute pour cet été ? Vous répondez oui ou non et vous nous dites ce que vous ressentez. Dominique Marcel, on parlait évidemment de la France comme potentiellement une destination refuge, très clairement. On voit que les campings, ce qu'on appelle l'hôtellerie de plein air, est plutôt positive. Oui, était même positif. L'an dernier, c'était plus 4,5%, et ça continue. Et ça continue. Les campings, et nous avons la première industrie de camping. Enfin, le premier secteur de camping en Europe, c'est évidemment une force, parce que dans le problème de pouvoir d'achat, évidemment, quand on regarde les choses, les gens vont moins dépenser, ils vont peut-être aussi aller un peu plus, ils sont déjà majoritairement vers l'hébergement non marchand, donc il faut trouver des secteurs, des possibilités, etc. Mais je crois qu'au-delà, moi je reste convaincu que la saison, je ne serais pas péremptoire, on a vraiment des chances, encore une fois en France. Il y a une carte à jouer. Il y a une carte à jouer. On va voir les effets de la concurrence, ça va être intéressant à nouveau de les voir. Et je redis les choses, le maître mot, alors là, pour voir à plus moyen et long terme, c'est l'investissement. Nous n'investissons pas assez. Et le drame, c'est qu'il y a des capacités de financement, il y a des investisseurs, il y a des institutionnels qui sont prêts. On le voit toujours. C'est vrai. On ne manque pas d'argent pour investir. En revanche, les projets mettent des délais considérables. C'est trop long. Trop long. Et à la limite, c'est pas tant les normes en tant que telles, c'est la manière de les instruire, c'est les délais de recours qui, honnêtement, plombent un certain nombre de projets. Et c'est vraiment très regrettable, car nous avons de très beaux projets. Des projets en plus de tourisme durable qui correspondent bien aux attentes, et une offre de qualité de montée en gamme abordable pour des ménages qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources. Et donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'idées sur les hébergements. Moi, je l'ai vu en montagne, je l'ai vu ailleurs. Donc il y a des très belles opportunités. Ne les gâchons pas. Ne les gâchons pas. Et ce serait pas très difficile. Mais il y a en effet un vrai sujet sur l'infrastructure aujourd'hui. Voilà. Et il faudrait que ça aille plus vite. Les résultats du sondage sont quand même intéressants. Vous avez été très nombreux à répondre et vous nous dites à 70%, quasiment 70%, que vous êtes optimiste pour les ventes de dernière, voire d'ultra dernière minute. Ça veut dire que les clients sont en train, sans doute, de revenir chez vous en agence. Donc on va suivre ça évidemment avec intérêt. Valérie, est-ce qu'il y a aujourd'hui, pour finir, parmi ce qui se vend aujourd'hui, est-ce qu'il y a des destinations refuges? Est-ce qu'on voit des tendances un peu s'ouvrir? Alors, le trio de tête, chez nous, comme d'habitude, c'est la France en premier, malgré tout. On intermédie la France et la France. Bien sûr, la Tunisie, l'Espagne, évidemment, comme le disait Patrice, l'Espagne, l'Italie, et puis si on regarde le long courrier, parce que quand même, on a, comme le disait aussi Patrice, les États-Unis, un effondrement des États-Unis. On a évidemment du mal un peu en Asie. Moi, ce que je note dans le tour de table que j'ai fait, c'est le Cambodge qui émerge un peu quand même en Asie, la REBDOM, dans le long courrier, je parle du long courrier là, la REBDOM, les Caraïbes.
Et oui, la Tanzanie est en effet dans notre baromètre qui reprend des couleurs. Donc, dans un premier temps, ce qui est prêt, ce qui n'est pas très cher, et qui est pas très loin et où il fait beau. Et puis sur le long courrier, on bascule de l'est du monde par rapport à la France un peu vers l'ouest. Chris, une minute pour nous dire ce qui se vend un peu aujourd'hui. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Espagne continentale, Italie continentale. Ça marche. Les îles aussi italiennes et espagnoles se vendent vraiment. Baléares maintient son rythme. La Grèce, comment c'est la Grèce? La Grèce continentale est à l'étal. Ouais. Les îles, Rhodes et la Crète et les Cyclades sont en baisse et en baisse significative. Ah oui. Mais là, je pense qu'il y a un effet prix. Je passe un message. Ce qui va marcher, l'ultra dernière minute, elle se fera tout de même avec des offres pertinentes qui correspondent au budget que les Français veulent bien mettre pour leurs vacances d'été. Ils veulent partir. Le vouloir d'achat, il est là. Ouais. Mais le pouvoir d'achat, il est très contraint. Et je crois qu'il faut vraiment noter ça. Proximité, accessibilité, et pas seulement avec des disponibilités de vol et de chambres d'hôtel, mais aussi de l'accessibilité en termes de prix. Ouais. C'est ça qui sera le grand gagnant de l'été. Eh ben, on va terminer sur cette parole. Le vouloir d'achat est là, manque le pouvoir d'achat. Donc voilà, à vous de jouer. Merci en tout cas à tous les trois. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, bien sûr, puisqu'on va se retrouver dans quelques minutes avec notre expert de l'hôtellerie, Vangelis Panayotis, pour faire un point évidemment de situation sur l'hébergement. À tout de suite.